En 1724, à une époque où il n'existait ni médecine moderne, ni laboratoire, ni analyse biologique, un homme osa pourtant écrire sur l'art de vivre longtemps. Cet homme s'appelait Friedrich Hoffmann, médecin et penseur allemand, observateur attentif de la vie humaine et de ses déséquilibres invisibles. Une question s'impose alors: comment pouvait-on parler de longévité sans nos technologies, sans nos machines, sans nos connaissances actuelles? Et pourtant, ce livre ancien avance des règles de vie que la science moderne commence seulement à redécouvrir. Bienvenue sur les rares livres, la chaîne qui explore ces savoirs oubliés, discrets, mais profondément dérangeants pour notre époque pressée. Introduction. Au XVIIIe siècle, la longévité ne se mesurait ni en statistiques, ni en courbes, ni en espérance de vie moyenne. Elle se comprenait autrement, presque silencieusement, comme une conséquence naturelle d'une vie menée dans un certain ordre. Vivre longtemps ne signifiait pas repousser la mort par des moyens techniques, mais demeurer suffisamment en accord avec soi-même et avec le monde pour que la vie ne se rompe pas prématurément. Dans cette vision ancienne, profondément différente de la nôtre, le corps n'était pas considéré comme une machine à réparer, mais comme le reflet fidèle d'une manière de vivre, de penser, de ressentir et de se tenir dans l'existence. Friedrich Hoffmann, sans jamais utiliser nos mots modernes, parle implicitement de cette cohérence globale qui lie le destin biologique à l'orientation intérieure de l'homme. À cette époque, mourir jeune n'était pas seulement un accident médical ou une fatalité statistique. C'était souvent perçu comme une rupture de l'ordre naturel. Non pas un jugement moral brutal, mais une interrogation profonde. Quelque chose, dans le rapport entre l'individu et la vie, s'était désaccordé. La mort précoce n'était pas vue uniquement comme la victoire d'une maladie, mais comme le signe qu'un équilibre fondamental avait été rompu. Cette manière de penser peut choquer l'homme moderne, habitué à séparer radicalement le biologique du moral, le corps de la conduite de vie. Pourtant, pour Hoffmann et ses contemporains, cette séparation n'existait pas réellement. La longévité était une conséquence, jamais un objectif direct. Dans ce monde ancien, vivre juste signifiait vivre en mesure. La mesure n'était pas une restriction, mais une harmonie. Elle concernait le rythme des jours, la modération des passions, la constance des habitudes, la qualité du sommeil, la simplicité de l'alimentation, mais surtout la stabilité intérieure. Une vie agitée, contradictoire, dominée par l'excès, l'angoisse ou la dispersion, était perçue comme une vie qui se consumait elle-même. On ne parlait pas de stress, mais on observait ses effets. On ne parlait pas de burn-out, mais on voyait des hommes s'éteindre prématurément, épuisés par leur propre manière de vivre. La longévité, dans cette perspective, n'était jamais une performance biologique à conquérir, elle était un alignement à préserver. Hoffmann ne décrit pas un combat contre le temps, mais une fidélité à un certain ordre de vie. Il observe que l'homme qui vit longtemps n'est pas nécessairement celui qui cherche à vivre longtemps, mais celui qui ne se met pas continuellement en conflit avec sa propre nature. Cette idée, presque dérangeante pour l'époque moderne, traverse son œuvre comme un fil discret. Le corps ne fait que suivre là où l'esprit et les habitudes l'ont déjà conduit. L'homme du XVIIIe siècle savait par expérience, plus que par théorie, que certaines vies semblaient se prolonger naturellement, tandis que d'autres s'épuisaient vite. On observait les vieillards solides, calmes, réguliers, rarement extrêmes dans leur comportement. On observait aussi ceux qui, bien que jeunes, semblaient déjà usés. Hoffmann s'inscrit dans cette tradition d'observation patiente. Il ne promet pas l'immortalité, il ne vend pas l'illusion d'un contrôle absolu sur la mort. Il cherche à comprendre pourquoi certaines existences s'accordent avec la durée, tandis que d'autres la refusent inconsciemment. L'idée centrale, rare et profondément oubliée aujourd'hui,
est que l'on ne meurt pas seulement de maladie. On meurt de désaccord avec sa propre vie. Ce désaccord peut être lent, invisible, presque acceptable socialement. Il peut prendre la forme d'un rythme trop violent, d'une ambition sans repos, d'une lutte constante contre soi-même ou contre le monde. Le corps, dans cette vision, n'est pas l'ennemi. Il est le messager. Il exprime, parfois brutalement, ce que l'homme n'a pas voulu entendre intérieurement. Hoffmann ne parle pas de destin au sens fataliste. Il ne dit pas que tout est écrit et que l'homme n'a aucun pouvoir. Au contraire, il suggère que le destin biologique se construit chaque jour par de minuscules choix répétés. Le destin, ici, n'est pas une force extérieure, mais une direction intérieure. Une vie incohérente engendre un corps instable. Une vie excessive engendre un corps épuisé. Une vie dominée par la peur, la colère ou la précipitation engendre un terrain fragile. Ces idées, formulées sans langage scientifique moderne, reposent pourtant sur une observation fine et durable de la condition humaine. Dans cette conception ancienne, la longévité est presque un effet secondaire d'une vie bien réglée. Elle n'est pas recherchée pour elle-même. Elle survient comme une conséquence naturelle d'une existence qui ne s'use pas inutilement. L'homme moderne, obsédé par les chiffres, les années gagnées, les compléments alimentaires et les protocoles, cherche à ajouter de la durée à une vie souvent désaccordée. Hoffmann, lui, propose l'inverse, retirer ce qui détruit l'équilibre, plutôt qu'ajouter ce qui promet artificiellement de le réparer. Il est frappant de constater que dans cette vision, la morale, la physiologie et le destin ne sont pas séparés. Vivre juste ne signifie pas vivre moralement au sens religieux strict, mais vivre de manière cohérente. Une vie faite de contradictions permanentes, de rythmes violents, de désirs incontrôlés et de tensions constantes finit par se rompre, non par punition, mais par usure. La longévité devient alors le signe visible d'une vie qui ne s'est pas trahie elle-même. Cette manière de penser heurte notre époque, car elle retire à la technologie une partie de son pouvoir symbolique. Elle rappelle que, malgré les progrès médicaux, une grande part de notre rapport à la durée reste liée à notre manière d'habiter notre propre existence. Hoffmann n'aurait probablement pas été surpris de voir des sociétés technologiquement avancées, mais intérieurement épuisées. Il aurait sans doute reconnu les mêmes déséquilibres, simplement accélérés et amplifiés. Ainsi, parler de longévité au XVIIIe siècle, ce n'était pas parler d'années gagnées, mais de vie accordée. Ce n'était pas chercher à vaincre la mort, mais à ne pas provoquer inutilement la rupture. La mort n'était pas l'ennemi, elle était la conséquence ultime d'un désordre prolongé ou, au contraire, l'achèvement naturel d'une vie restée en équilibre jusqu'au bout. Dans cette perspective, vivre longtemps n'était ni un droit, ni une promesse, ni une obsession. C'était le fruit silencieux d'une fidélité à soi-même, à un certain ordre intérieur, à une mesure oubliée. Hoffmann nous rappelle, à travers ce regard ancien, que la véritable question n'est peut-être pas comment vivre plus longtemps, mais comment vivre sans se contredire jusqu'à s'user. Et cette question, 3 siècles plus tard, demeure étrangement intacte. Chapitre 1. La maladie. Comme langage, pas comme ennemi. Dans la pensée moderne, la maladie est presque toujours considérée comme une anomalie, une erreur du corps, un dysfonctionnement à corriger au plus vite. Elle est vue comme un ennemi extérieur qu'il faudrait combattre, faire taire, éliminer. Cette vision, profondément ancrée aujourd'hui, était presque étrangère à l'esprit du XVIIIe siècle. Pour Friedrich Hoffmann, la maladie n'est pas une surprise, ni une injustice biologique. Elle est un langage lent, progressif, parfois brutal, que le corps utilise lorsque l'homme ne sait plus, ou ne veut plus, s'écouter lui-même. La maladie n'apparaît pas sans cause profonde. Elle s'inscrit dans une continuité de déséquilibre, de tension,
d'excès et de ruptures intérieures. Hoffmann observe que le corps humain possède une intelligence silencieuse. Il ne parle pas avec des mots, mais avec des signes. Fatigue persistante, douleur diffuse, troubles chroniques, affaiblissement progressif. Rien de tout cela n'est aléatoire. Avant que la maladie ne devienne visible, mesurable ou invalidante, le corps envoie des avertissements discrets. Mais l'homme, pris dans le tumulte de ses ambitions, de ses obligations ou de ses peurs, ignore ces signaux. Il force, il accélère, il nie. Et lorsque le corps n'est plus entendu, il élève la voix. La maladie devient alors le dernier moyen d'expression. Dans les écrits et l'observation clinique de Hoffmann, une constante revient avec une régularité troublante. Les maladies chroniques suivent presque toujours des vies instables. Instabilité des rythmes, instabilité émotionnelle, instabilité morale, instabilité intérieure. Il ne s'agit pas uniquement de conditions matérielles difficiles, mais d'un désordre plus subtil. L'homme qui vit dans la contradiction permanente, qui agit contre ses propres limites, qui s'impose un mode de vie qu'il ne peut soutenir intérieurement, prépare lentement le terrain de la maladie. Le corps ne tombe pas malade soudainement. Il cède après avoir longtemps résisté. À cette époque, la longévité n'était pas dissociée de cette lecture. Vivre longtemps supposait de rester attentif à cette conversation silencieuse entre la vie et le corps. Hoffmann ne parle pas de prévention au sens moderne, mais de vigilance intérieure. Il comprend que le corps est le premier juge de la manière dont l'homme vit. Lorsqu'un individu s'épuise dans des passions excessives, dans un travail désordonné, dans une agitation constante ou dans une vie dénuée de mesure, le corps encaisse d'abord en silence, puis, progressivement, il manifeste son désaccord. Ce qui rend cette vision si rare aujourd'hui, c'est qu'elle refuse de séparer la maladie de la vie vécue. Pour Hoffmann, soigner sans comprendre la manière de vivre revient à réparer un instrument sans corriger la main qui le maltraite. La maladie n'est pas un accident isolé, mais un symptôme global. Elle révèle un déséquilibre ancien, parfois installé depuis des années. Elle indique que quelque chose, dans l'orientation générale de l'existence, ne respecte plus l'ordre naturel de l'homme. Il observe également que certains individus, exposés aux mêmes conditions extérieures, ne développent pas les mêmes maladies. Ce constat l'amène à une conclusion essentielle. La longévité n'est pas uniquement déterminée par l'environnement, mais par la capacité de l'homme à s'accorder avec lui. Deux hommes peuvent vivre dans le même monde, exercer le même métier, subir les mêmes contraintes, et pourtant vieillir différemment. La différence ne réside pas dans la chance, mais dans la manière intérieure de porter la vie. Le corps, selon Hoffmann, parle lorsque l'homme ne s'écoute plus. Tant que l'homme reste attentif à ses limites, à ses besoins réels, à ses tensions internes, le corps s'adapte, se régule, se répare. Mais lorsque l'homme se coupe de cette écoute, lorsqu'il vit dans la fuite permanente, dans la pression continue ou dans la contradiction intime, le corps devient le lieu où s'inscrit ce conflit. La maladie n'est alors ni cruelle ni injuste, elle est cohérente. Cette approche bouleverse profondément notre rapport à la longévité. Elle suggère que vivre longtemps ne dépend pas uniquement de ce que l'on ajoute à sa vie, mais de ce que l'on cesse de lui imposer. La longévité devient la capacité à écouter avant la rupture, à ralentir avant l'épuisement, à corriger avant l'effondrement. Hoffmann comprend que le corps n'est pas fragile par nature, mais qu'il se fragilise lorsqu'on le contraint à porter une vie qui ne lui correspond plus. Il remarque aussi que certaines maladies disparaissent ou s'atténuent lorsque la vie retrouve une forme d'ordre, non pas par miracle, mais par cohérence retrouvée. Lorsque le rythme s'apaise, lorsque les excès diminuent, lorsque l'homme retrouve une forme de mesure intérieure, le corps répond. Il n'oublie pas instantanément les années de désordre, mais il reconnaît l'effort d'alignement. La guérison, dans cette perspective, n'est pas seulement un acte médical,
Elle est un processus de réconciliation. Hoffman ne nie pas la réalité physique de la maladie. Il ne la spiritualise pas naïvement. Il observe simplement que le corps est le dernier maillon visible d'un déséquilibre plus large. Ignorer cette dimension revient à traiter les conséquences sans jamais interroger les causes profondes. Cette lucidité explique pourquoi ses écrits traversent les siècles. Il parle moins de technique que de compréhension de l'homme. Dans cette vision ancienne, la longévité n'est pas un combat contre le temps, mais une coopération avec la vie. Celui qui sait écouter les signaux faibles, ajuster sa manière de vivre, respecter ses limites et maintenir une certaine cohérence intérieure offre à son corps les conditions nécessaires pour durer. À l'inverse, celui qui méprise ces signaux, qui vit dans la rupture permanente avec lui-même, accélère silencieusement son propre épuisement. Ainsi, la maladie n'est pas l'opposé de la longévité, elle en est souvent l'annonce manquée. Elle prévient avant de détruire. Elle parle avant de briser. Hoffman nous laisse une leçon aussi simple que dérangeante. Le corps ne trahit jamais sans avoir longtemps averti. Et la longévité, loin d'être un privilège ou un hasard, devient la récompense d'une écoute patiente, humble et constante de ce langage intérieur que trop d'hommes ont appris à ignorer. Chapitre 2. Le rythme comme loi cosmique. Pour Friedrich Hoffmann, l'une des erreurs les plus profondes de l'homme n'est pas l'excès, ni même l'ignorance, mais la rupture du rythme. Cette idée, presque absente des discours modernes sur la santé et la longévité, était pourtant centrale dans la pensée ancienne. Le rythme n'était pas vu comme une contrainte extérieure, mais comme une loi cosmique à laquelle toute vie est soumise. Vivre longtemps ne signifiait pas seulement éviter la maladie, mais vivre en accord avec les pulsations invisibles de la nature. Lorsque Hoffmann observe les hommes de son temps, il ne se demande pas seulement ce qu'ils mangent ou comment ils se soignent, mais comment ils se synchronisent ou non avec le monde vivant qui les entoure. Les anciens vivaient selon des repères simples mais puissants. Le lever et le coucher du soleil structuraient les journées. Les saisons imposaient des périodes de travail, de repos, d'effort et de retrait. Le corps humain était compris comme un fragment du grand ordre naturel, soumis aux mêmes lois que les plantes, les animaux et les cycles célestes. Hoffmann hérite de cette vision et la renforce par l'observation médicale. Il constate que lorsque l'homme vit en opposition avec ces cycles, le corps finit toujours par payer le prix. Non immédiatement, mais inévitablement. À ses yeux, la rupture du rythme n'est pas une simple mauvaise habitude, elle est une faute contre la nature elle-même. Il utilise des termes forts, parfois moraux, car il considère que l'homme ne peut violer les lois naturelles sans en subir les conséquences. Dormir contre le cycle du jour et de la nuit, manger sans régularité, travailler sans alternance de repos, vivre dans une agitation constante, tout cela désorganise progressivement les fonctions vitales. Le corps n'est pas conçu pour l'irrégularité permanente. Il peut la tolérer un temps, mais il ne peut pas y prospérer. Hoffmann observe que les individus les plus robustes ne sont pas nécessairement les plus riches ni les mieux soignés, mais ceux dont la vie suit une certaine constance. Leur force ne vient pas de performances exceptionnelles, mais de la répétition ordonnée de gestes simples. Ils se lèvent à des heures stables, mangent avec mesure, travaillent sans excès et respectent des périodes de calme. Cette régularité crée une harmonie interne qui soutient la longévité. Le corps, lorsqu'il sait à quoi s'attendre, fonctionne avec moins de tension et moins d'usure. Dans cette perspective, le rythme n'est pas seulement biologique, il est aussi mental et moral. Une vie intérieure chaotique, faite de stress constant, de désirs contradictoires et d'urgences permanentes, perturbe autant le corps qu'un manque de sommeil. Hoffmann comprend que l'esprit impose son propre tempo au corps. Lorsque l'esprit est pressé, anxieux, instable, le corps accélère à contre-nature. Cette accélération constante finit par épuiser les réserves vitales.
L'homme moderne, dirait Hoffmann, vit comme s'il était toujours en retard sur le temps, et cette lutte permanente l'use plus sûrement que n'importe quelle maladie. Les saisons occupent une place essentielle dans cette vision. L'hiver n'était pas seulement une contrainte climatique, mais une invitation au ralentissement. Le corps, naturellement, demande plus de repos, plus de chaleur, plus de retenue. L'été, au contraire, autorise une activité plus intense, mais toujours dans des limites précises. Hoffmann remarque que les hommes qui refusent ces ajustements saisonniers, qui travaillent avec la même intensité toute l'année, qui mangent de la même manière en toute saison, développent plus fréquemment des troubles chroniques. Ils vivent comme si le temps était uniforme, alors qu'il est fondamentalement cyclique. Pour Hoffmann, vivre longtemps signifie donc vivre synchronisé. Synchronisé avec la lumière, avec les saisons, avec les capacités réelles du corps à chaque étape de la vie. L'enfant, l'adulte et le vieillard ne sont pas soumis au même rythme, et vouloir les forcer à un modèle unique est une erreur grave. Il critique implicitement toute vision uniforme de l'existence qui nie les phases naturelles de croissance, de maturité et de retrait. Chaque âge possède son tempo propre, et la longévité dépend du respect de cette progression. Ce regard ancien tranche violemment avec la condition moderne. L'homme contemporain vit contre le temps, non avec lui. Il éclaire la nuit pour travailler, mange à toute heure, supprime les frontières entre repos et activité, entre jour et nuit, entre semaine et saison. Il croit gagner du temps, mais Hoffmann aurait dit qu'il le brûle. Ce que l'homme moderne appelle efficacité est souvent une accélération désordonnée qui raccourcit la durée de vie fonctionnelle du corps. Il ne s'étonne pas de s'user vite, alors qu'il vit en opposition constante avec les lois rythmiques les plus fondamentales. Hoffmann insiste sur le fait que le corps possède une horloge interne extrêmement précise. Lorsque cette horloge est respectée, les fonctions s'enchaînent harmonieusement. Digestion, sommeil, circulation, respiration. Lorsque cette horloge est perturbée, même légèrement mais de manière répétée, les dérèglements s'accumulent. Ce ne sont pas les excès ponctuels qui détruisent l'homme, mais l'irrégularité chronique. Une nuit courte occasionnelle n'est pas fatale. Une vie sans rythme l'est. Il observe aussi que le rythme protège l'homme de ses propres excès. Une vie structurée laisse moins de place aux débordements, aux impulsions destructrices, aux comportements compulsifs. Le rythme agit comme une digue invisible. Là où tout est fluide mais ordonné, l'énergie circule sans violence. Là où tout est confus, l'énergie se disperse et s'épuise. Hoffmann voit dans le rythme une forme de sagesse incarnée, accessible à tous, indépendamment du savoir ou de la richesse. Cette loi cosmique ne concerne pas uniquement le corps individuel, mais l'homme dans son environnement. Les sociétés traditionnelles, plus lentes et plus ritualisées, produisaient souvent des vies plus longues et plus stables. Non parce qu'elles étaient idéales, mais parce qu'elles respectaient instinctivement certaines cadences. Les fêtes, les périodes de travail intense, les temps de repos collectifs, tout cela créait un équilibre global. En brisant ces structures, l'homme moderne s'est libéré de certaines contraintes, mais il s'est aussi privé de protections invisibles. Hoffmann n'idéalise pas le passé, mais il en tire une leçon claire. La longévité n'est pas une conquête technologique, c'est une conséquence d'un alignement. Lorsque l'homme s'accorde au rythme du monde, le corps trouve naturellement sa place. Lorsqu'il impose son propre tempo artificiel, il crée une friction constante. Cette friction ne se manifeste pas immédiatement, mais elle s'accumule comme une fatigue de fond qui finit par fragiliser l'ensemble de l'organisme. Ainsi, vivre longtemps ne signifie pas ralentir excessivement, mais vivre au bon rythme. Il ne s'agit pas de refuser le progrès, mais de refuser l'arythmie permanente. Hoffmann nous rappelle que la nature n'est ni hostile ni indifférente, elle est structurée. Et l'homme qui accepte de s'y inscrire durablement bénéficie de cette structure. Celui qui la défie sans cesse se condamne à une usure prématurée.
Ce chapitre nous laisse une idée simple, mais profondément dérangeante pour l'esprit moderne. La longévité n'est pas une lutte contre le temps, mais une danse avec lui. Celui qui sait écouter les cycles, respecter les alternances, ajuster son effort et son repos, prolonge naturellement sa durée de vie. Celui qui vit en guerre permanente contre le rythme du monde s'étonne ensuite de vieillir trop vite. Hoffman nous invite à une humilité oubliée, reconnaître que le temps n'est pas un ennemi à vaincre, mais une loi à habiter. Chapitre 3. La longévité comme fruit d'une vie sans contradiction. Pour Friedrich Hoffmann, l'une des causes les plus profondes de l'usure humaine ne se trouve ni dans l'alimentation, ni dans l'environnement, ni même dans les maladies visibles, mais dans la contradiction intérieure. Cette idée, aujourd'hui presque absente des discours modernes sur la santé, était pourtant centrale dans sa manière d'observer la vie. Hoffmann ne voyait pas l'homme comme un simple corps biologique soumis à des agents extérieurs, mais comme une unité fragile entre pensée, désir, conduite et rythme vital. Lorsque cette unité se fissure, la longévité se raccourcit, non par accident, mais par conséquence logique. Hoffmann observe attentivement les vies humaines et remarque un schéma récurrent. Les existences divisées s'usent plus vite. Les vies doubles, les rôles contradictoires, les identités fragmentées produisent une tension permanente qui épuise lentement mais sûrement les forces vitales. L'homme qui pense une chose, en désire une autre et en vit une troisième, impose à son organisme un état de conflit constant. Cette friction intérieure n'est pas toujours consciente, mais elle agit comme une pression continue sur le système nerveux, sur le souffle, sur le cœur, sur la digestion. Le corps, incapable de résoudre ce que l'esprit refuse d'unifier, finit par céder. Dans la pensée de Hoffmann, la contradiction intérieure est une forme de désordre plus dangereuse que le désordre extérieur. Un homme pauvre mais intérieurement cohérent peut vivre longtemps, tandis qu'un homme matériellement stable mais intérieurement divisé s'use rapidement. Ce constat traverse ses observations cliniques. Il note que certaines maladies chroniques apparaissent chez des individus dont la vie est marquée par des tensions morales, des compromis forcés, des renoncements profonds à leur propre nature. Le corps devient alors le théâtre d'un conflit non résolu. Les désirs opposés jouent un rôle central dans cette usure. Hoffmann décrit l'homme qui veut à la fois la tranquillité et l'agitation, la sécurité et le risque, la reconnaissance et l'invisibilité. Ces désirs contradictoires tirent l'individu dans des directions opposées sans jamais lui permettre de se stabiliser. Cette instabilité permanente empêche le corps de s'installer dans un état durable d'équilibre. Le système vital reste en alerte, comme s'il devait sans cesse s'adapter à des injonctions incompatibles. Les vies doubles, telles que Hoffmann les observe, ne sont pas seulement des vies moralement discutables, ce sont des vies physiologiquement coûteuses. L'homme qui porte un masque constant, qui vit différemment selon les lieux, les personnes ou les circonstances, mobilise une énergie immense pour maintenir cette dissociation. Cette énergie, détournée de la réparation et de l'entretien du corps, est consommée par la gestion de l'apparence et du conflit intérieur. À long terme, le corps paie cette dépense excessive par l'épuisement. Hoffmann insiste sur le fait que la tension intérieure permanente agit comme un poison lent. Elle ne tue pas brutalement, mais elle affaiblit progressivement les fonctions vitales. Le sommeil devient moins réparateur, la digestion plus fragile, la respiration plus courte. L'homme ne comprend pas toujours l'origine de ces troubles, car ils ne semblent pas liés à un événement précis. Pourtant, selon Hoffmann, leur cause est souvent profonde et ancienne, une vie vécue contre soi-même. Cette vision de la longévité tranche radicalement avec les approches modernes centrées sur la performance et l'optimisation. Hoffmann ne cherche pas à prolonger la vie à tout prix, mais à la rendre cohérente. Pour lui, une vie longue est une vie qui ne se déchire pas de l'intérieur.
La paix intérieure n'était pas considérée comme un luxe spirituel ou philosophique, mais comme une condition de survie. L'homme qui ne trouve pas un accord minimal avec lui-même vit dans un état de guerre silencieuse qui abrège son existence. Hoffman observe également que les conflits intérieurs non exprimés sont particulièrement destructeurs. L'homme qui refoule durablement ce qu'il est, ce qu'il pense ou ce qu'il ressent crée une pression interne comparable à une accumulation invisible. Cette pression finit toujours par chercher une issue. Lorsque l'esprit ne peut plus contenir le conflit, le corps prend le relais. La maladie devient alors une forme d'expression ultime, un signal brutal que l'équilibre intérieur est rompu depuis longtemps. Il est frappant de constater à quel point Hoffman relie la longévité à la sincérité de vie. Vivre sans contradiction ne signifie pas vivre sans difficulté, mais vivre sans duplicité intérieure. Il ne s'agit pas d'une existence parfaite, mais d'une existence alignée. L'homme peut faire des choix difficiles, affronter des contraintes, supporter des épreuves, tant qu'il ne se trahit pas durablement lui-même. La trahison intérieure, selon Hoffman, est l'un des facteurs les plus corrosifs pour la durée de vie. Cette approche explique pourquoi certains individus résistent étonnamment bien aux conditions difficiles, tandis que d'autres s'effondrent malgré un environnement favorable. Ce n'est pas la dureté extérieure qui tue le plus vite, mais la dissonance intérieure. Un homme en accord avec sa vie peut supporter une charge importante sans s'user excessivement. Un homme en désaccord avec lui-même s'épuise même dans le confort. Hoffman va plus loin en observant que la contradiction intérieure affecte la perception du temps. L'homme divisé vit souvent dans l'urgence, l'impatience ou la fuite. Il est rarement présent à ce qu'il fait, car une partie de lui aspire ailleurs. Cette dispersion mentale empêche le repos véritable. Même les moments de pause deviennent improductifs, car l'esprit reste agité. Le corps, privé de récupération profonde, entre dans un état d'usure accélérée. La paix intérieure, dans cette perspective, n'est pas une émotion agréable, mais un état de cohérence fonctionnelle. Elle permet au corps de fonctionner avec moins de tension, moins de résistance, moins de gaspillage d'énergie. Hoffman voit dans cette paix un facteur biologique aussi réel que la respiration ou la nutrition. Là où règne la cohérence intérieure, les processus vitaux s'enchaînent plus harmonieusement. Il est important de comprendre que Hoffman ne prône pas une vie sans désir ni ambition. Il critique plutôt la multiplication des désirs incompatibles. L'homme qui poursuit un objectif clair, même exigeant, use moins ses forces que celui qui hésite constamment entre plusieurs directions. La clarté intérieure agit comme un stabilisateur. Elle réduit les conflits internes et permet une économie d'énergie vitale. Cette idée est particulièrement dérangeante pour l'homme moderne, souvent encouragé à multiplier les rôles, les identités et les aspirations. Hoffman aurait vu dans cette fragmentation une menace directe pour la longévité. Vivre trop de vies à la fois, c'est ne pas en habiter pleinement aucune. Cette dispersion intérieure crée une fatigue de fond que ni le repos ni le plaisir ne parviennent à dissiper. Hoffman observe aussi que la contradiction intérieure s'aggrave avec le temps si elle n'est pas résolue. Ce qui commence comme un léger inconfort devient progressivement une tension chronique. Le corps, dans un premier temps, compense. Puis il s'adapte. Enfin, il s'épuise. Les maladies liées à cette usure ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont persistantes, résistantes au traitement, car leur cause n'est pas uniquement physique. Dans cette vision ancienne, la longévité n'est donc pas le fruit d'une lutte contre la mort, mais d'une fidélité à soi-même. L'homme qui vit en accord avec ses valeurs, ses limites et sa nature profonde crée les conditions d'une durée de vie prolongée. L'homme qui se force à vivre contre lui-même, par peur, par ambition mal orientée ou par conformisme, raccourcit son passage sur terre.
Ce chapitre nous confronte à une vérité inconfortable. La paix intérieure n'était pas un idéal abstrait, mais une nécessité vitale. Hoffman nous rappelle que l'homme ne meurt pas seulement de ce qu'il mange ou de ce qu'il subit, mais de ce qu'il endure intérieurement sans le résoudre. La longévité apparaît alors comme un effet secondaire d'une vie cohérente, non comme un objectif isolé. Ainsi, vivre longtemps, dans la pensée de Hoffman, revient à réduire les contradictions, à unifier ses désirs, à aligner ses actes avec sa conscience. Ce n'est pas une promesse d'immortalité, mais une sagesse de préservation. Là où l'homme cesse de se déchirer, le corps trouve un espace pour durer. Là où le conflit intérieur persiste, la vie s'use plus vite, souvent sans bruit, jusqu'à la rupture finale. Chapitre 4. Le silence et la discrétion comme facteurs de longévité. Pour Friedrich Hoffmann, l'un des facteurs les plus sous-estimés de la longévité humaine ne se trouvait ni dans les remèdes, ni dans les régimes, ni même dans l'activité physique, mais dans le rapport de l'homme au bruit, à l'exposition et à la visibilité. Cette idée, aujourd'hui presque inexistante dans les discours modernes, était pourtant profondément ancrée dans l'observation ancienne de la vie. Hoffmann remarquait que les hommes discrets, silencieux, peu exposés, traversaient souvent les décennies avec plus de stabilité que ceux qui vivaient dans l'agitation permanente et la recherche de reconnaissance. Dans la pensée de Hoffmann, le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, mais un état intérieur. Il désigne une vie qui n'est pas constamment projetée vers l'extérieur, une existence qui ne cherche pas à se montrer, à convaincre ou à se défendre sans cesse. L'homme silencieux, au sens ancien, est celui qui n'est pas continuellement en réaction. Cette absence de réaction constante préserve les forces vitales. Le corps, moins sollicité par les tensions nerveuses, conserve plus longtemps sa capacité de régénération. Hoffmann observe que l'exposition excessive entraîne une usure invisible. Plus un individu est visible, plus il est soumis au regard, au jugement, à la comparaison et à la confrontation. Chaque interaction sociale devient alors une source potentielle de tension. Même lorsque cette exposition semble positive, elle mobilise une énergie nerveuse considérable. Le besoin de maintenir une image, de répondre aux attentes, de défendre sa position, crée une pression continue qui finit par affecter profondément l'organisme. Les hommes discrets, au contraire, échappent en grande partie à cette pression. Leur vie, moins exposée, est moins fragmentée par les sollicitations extérieures. Hoffmann note que ces individus présentent souvent un rythme plus régulier, un sommeil plus profond et une stabilité émotionnelle accrue. Cette stabilité ne vient pas d'un isolement total, mais d'un rapport mesuré au monde. Ils ne cherchent pas à disparaître, mais à ne pas se disperser. Moins d'exposition signifie également moins de conflits. L'homme qui parle peu, qui s'impose rarement, qui ne cherche pas à dominer par la parole, entre naturellement dans moins de confrontations. Chaque conflit évité représente une économie d'énergie nerveuse. Hoffmann considérait le conflit répété comme l'un des grands accélérateurs de l'usure humaine. Non pas le conflit exceptionnel, mais la confrontation quotidienne, banale, répétée, qui maintient le corps dans un état d'alerte constant. Cette vigilance permanente fatigue profondément le système nerveux. Le cœur bat plus vite, la respiration se raccourcit, la digestion se perturbe. Sur le long terme, ces micro-dérèglements deviennent des fragilités chroniques. Hoffmann voyait dans le silence et la discrétion une forme de protection naturelle contre cette sursollicitation. L'homme discret n'est pas sans opinion, mais il choisit soigneusement quand et comment les exprimer. Hoffmann associait clairement la longévité à une vie basse en bruit. Le bruit, dans sa conception, n'est pas seulement sonore. Il inclut l'agitation mentale, l'excès de parole, la dispersion émotionnelle et l'hyperstimulation sociale. Une vie bruyante est une vie où l'esprit est rarement au repos.
Or, sans repos véritable, le corps s'use plus vite, même en l'absence de maladies apparentes. Les anciens valorisaient l'effacement non par faiblesse, mais par sagesse. Se retirer partiellement du tumulte du monde était vu comme une stratégie de préservation. Hoffmann observe que ceux qui cherchaient constamment à être vus, entendus et reconnus étaient souvent ceux qui vieillissaient le plus vite. Leur vitalité se consumait dans l'effort de maintenir une présence constante dans l'espace social. Cette idée heurte profondément la mentalité moderne qui glorifie la visibilité, l'expression permanente et la performance sociale. Hoffmann aurait vu dans cette glorification un facteur majeur d'épuisement collectif. Plus l'homme est sollicité, plus il s'éloigne de son centre. Cette déconnexion intérieure, répétée jour après jour, fragilise les fondations mêmes de la longévité. Le silence, tel que Hoffmann le conçoit, permet à l'homme de se réentendre lui-même. Dans le calme, les signaux faibles du corps deviennent perceptibles. Les anciens savaient que l'écoute de soi était impossible dans le tumulte permanent. L'homme bruyant ne perçoit les déséquilibres qu'au moment où ils deviennent douloureux. L'homme silencieux les perçoit plus tôt, ce qui lui permet d'ajuster sa conduite avant la rupture. La discrétion protège également contre l'orgueil, que Hoffmann considérait comme une source majeure de déséquilibre. L'orgueil pousse l'homme à se dépasser artificiellement, à ignorer ses limites, à forcer son corps pour maintenir une image. Cette violence faite à soi-même raccourcit inévitablement la durée de vie. La discrétion, au contraire, autorise l'homme à respecter ses limites sans se sentir diminué. Hoffmann note que les hommes discrets acceptent plus facilement la lenteur. Ils ne vivent pas dans la précipitation, car ils ne cherchent pas à prouver constamment leur valeur. Cette lenteur relative favorise un rythme biologique plus stable. Le corps fonctionne mieux lorsqu'il n'est pas soumis à des variations brutales et fréquentes. La longévité apparaît alors comme une conséquence naturelle de cette stabilité. Il est également important de comprendre que le silence protège contre l'accumulation de tensions émotionnelles inutiles. Parler trop expose à des regrets, à des malentendus, à des conflits évitables. Chaque parole inutile est une dépense d'énergie. Hoffmann voyait dans la parole mesurée une forme de discipline intérieure. Cette discipline se reflète dans l'économie globale des forces vitales. Les sociétés anciennes associaient souvent la sagesse à la retenue. Le sage parlait peu, observait beaucoup et agissait avec parcimonie. Hoffmann s'inscrit clairement dans cette tradition. Il ne s'agit pas d'un idéal moral abstrait, mais d'une observation pragmatique. Ceux qui vivent dans la retenue durent plus longtemps. Leur vie est moins exposée aux chocs émotionnels répétés. Le bruit constant empêche également l'intégration des expériences. L'homme bruyant passe d'un stimulus à un autre sans jamais assimiler pleinement ce qu'il vit. Cette superficialité émotionnelle crée une fatigue diffuse, difficile à identifier. Le silence, en revanche, permet une digestion psychique des événements. Ce processus d'intégration réduit la charge mentale et favorise l'équilibre intérieur. Hoffmann aurait probablement vu dans le monde moderne une amplification extrême de ce qu'il redoutait déjà, une vie saturée de sollicitations, de paroles, de confrontations et d'images. Il aurait interprété l'augmentation des maladies nerveuses et psychosomatiques comme une conséquence directe de cette perte du silence. La longévité dans un tel contexte devient difficile non par manque de soins, mais par excès de stimulation. L'effacement valorisé par les anciens n'était pas un rejet du monde, mais une manière de s'y tenir sans s'y perdre. Hoffmann admirait les individus capables de participer à la vie sociale sans s'y dissoudre. Cette capacité repose sur une forme de sobriété relationnelle. Moins d'interactions superficielles, plus de profondeur, moins de bruit, plus de présence réelle. La discrétion favorise également des relations plus stables.
Les conflits naissent souvent de l'excès de parole, de l'impulsivité et du besoin de s'affirmer. L'homme discret choisit ses batailles ou les évite lorsque cela est possible. Cette réduction des tensions relationnelles a un impact direct sur la longévité. Le corps humain n'est pas conçu pour vivre dans un état de confrontation permanente. Hoffman voyait enfin dans le silence une condition de l'équilibre spirituel. Même sans discours religieux explicite, il considérait que l'homme avait besoin de moments de retrait pour maintenir une cohérence intérieure. Cette cohérence protège contre l'usure prématurée. Là où l'esprit est constamment dispersé, le corps finit par se fragmenter à son tour. Ainsi, ce chapitre révèle une vérité ancienne presque oubliée. Vivre longtemps, c'est aussi apprendre à se taire, à se retirer, à ne pas tout exposer. Là où le monde moderne glorifie la visibilité, Hoffman rappelle que la discrétion est une forme de sagesse vitale. Le silence n'est pas une absence de vie, mais une condition de sa durée. Là où le bruit consume, le calme conserve. Là où l'exposition épuise, l'effacement protège. Et dans cette protection silencieuse se cache l'un des secrets les plus profonds de la longévité. Chapitre 5. La modération comme stratégie de durée, pas de morale. Dans la pensée de Friedrich Hoffmann, la modération n'est jamais présentée comme une vertu morale abstraite, encore moins comme une obligation religieuse ou sociale. C'est précisément ce qui rend son approche profondément dérangeante pour l'esprit moderne. Pour Hoffmann, la modération n'est pas une question de bien ou de mal, mais une question de durée. Elle ne vise pas à rendre l'homme meilleur aux yeux des autres, mais à lui permettre de rester debout plus longtemps dans le temps. La modération est une stratégie vitale, presque mathématique, fondée sur une observation simple. Toute dépense excessive accélère l'épuisement. Au XVIIIe siècle, la vie humaine était perçue comme un capital limité, non renouvelable. Chaque excès était compris comme une ponction directe sur ce capital. Hoffmann observait que les hommes qui vivaient dans l'excès semblaient ne brûler leur existence plus rapidement, même lorsqu'ils ne tombaient pas immédiatement malades. Leur vieillissement était plus précoce, leur énergie plus instable, leur résistance aux épreuves plus faible. Ce constat n'était pas moral, mais empirique. La modération apparaissait alors comme une forme d'intelligence pratique face au temps. Dans cette vision ancienne, le plaisir immédiat n'était pas diabolisé, mais replacé dans une logique de coût. Hoffmann voyait le plaisir excessif comme un emprunt sur la vie future. Plus le plaisir est intense et répété sans mesure, plus le remboursement se fait sous forme de fatigue, d'usure nerveuse ou de déclin prématuré. Ce langage de la dette était central dans sa manière de penser la longévité. L'homme ne paie jamais ses excès sur le moment, mais toujours plus tard, souvent lorsqu'il n'a plus la capacité de réparer. Hoffmann remarquait que les individus les plus modérés n'étaient pas nécessairement les plus austères. Ils savaient jouir de la vie, mais sans se livrer à des pics extrêmes. Leur existence ressemblait à une ligne stable plutôt qu'à une succession de sommets et de chutes. Cette stabilité permettait au corps de fonctionner dans des conditions prévisibles, ce qui favorisait la conservation des forces vitales. La modération n'éteint pas la vie, elle l'étire. L'excès, en revanche, introduit une violence silencieuse dans l'organisme. Chaque débordement impose au corps un effort de compensation. Digérer trop, dormir trop peu, ressentir trop intensément, réagir trop souvent, autant de micro-agressions qui s'accumulent. Hoffmann observait que ces agressions répétées finissaient par fragiliser les organes les plus sollicités. La maladie n'apparaissait pas comme une surprise, mais comme une conséquence logique d'un mode de vie sans retenue. Ce qui rend la modération difficile, selon Hoffmann, c'est qu'elle ne produit pas de gratification immédiate. L'excès donne une sensation de puissance, d'intensité, parfois même d'immortalité. L'homme dans l'excès a l'illusion d'avoir plus de vie. En réalité, il consomme plus vite ce qu'il possède. La modération, elle, agit silencieusement.
Elle ne procure pas de frissons spectaculaires, mais elle construit une solidité invisible qui se révèle avec le temps. Hoffman notait que beaucoup d'hommes confondaient intensité et vitalité. Plus une expérience est intense, plus elle est perçue comme vivante. Pourtant, l'intensité répétée épuise. La vitalité véritable se mesure à la capacité de durer sans s'effondrer. La modération permet cette endurance. Elle protège contre les variations brutales qui fatiguent le système nerveux et déséquilibrent les fonctions internes. Dans cette logique, la modération concerne tous les domaines de la vie, pas seulement l'alimentation ou les plaisirs physiques. Elle s'applique aux émotions, au travail, aux ambitions, aux relations sociales. Hoffman observait que l'ambition excessive, par exemple, produisait une tension permanente qui raccourcissait la vie. L'homme toujours insatisfait, toujours pressé, vit dans un état de manque chronique qui use profondément l'organisme. La modération émotionnelle était particulièrement importante dans la pensée de Hoffman. Les émotions violentes, répétées, maintiennent le corps dans un état de déséquilibre prolongé. Colère excessive, joie débridée, anxiété constante, toutes ces oscillations fatiguent le cœur et le système nerveux. L'homme modéré émotionnellement n'est pas insensible, mais il ne se laisse pas emporter par chaque mouvement intérieur. Cette retenue protège la stabilité physiologique. Hoffman voyait également dans la modération intellectuelle une clé de longévité. Trop penser, trop analyser, trop ruminer est une forme d'excès souvent ignorée. L'esprit surchargé empêche le repos véritable. Même lorsque le corps s'arrête, l'esprit continue de consommer de l'énergie. La modération mentale permet un relâchement profond, indispensable à la régénération. L'un des aspects les plus rares de cette vision est que la modération n'est jamais présentée comme une privation. Elle est un ajustement. Hoffman insistait sur l'idée que l'homme modéré n'est pas celui qui renonce, mais celui qui choisit. Il choisit ce qui nourrit sa durée plutôt que ce qui flatte son instant. Ce choix n'est pas dicté par la morale, mais par la lucidité. Le monde moderne, obsédé par l'optimisation et la performance, aurait été perçu par Hoffman comme un monde structurellement excessif. Plus vite, plus fort, plus intense. Cette logique va à l'encontre de la longévité. La modération, dans un tel contexte, apparaît presque comme une rébellion silencieuse contre l'usure programmée. Elle est une stratégie de survie dans un environnement qui pousse à l'épuisement. Hoffman remarquait que les hommes modérés avaient une relation plus saine au plaisir. Ils ne cherchaient pas à compenser un vide intérieur par des excès extérieurs. Leur satisfaction venait d'une continuité de bien-être plutôt que de pics artificiels. Cette continuité crée une base solide sur laquelle la vie peut s'appuyer durablement. Il observait également que la modération protège contre la dépendance. L'excès crée une habitude, puis une nécessité. Ce qui était un plaisir devient un besoin, puis une contrainte. La modération empêche cette spirale. L'homme reste maître de ses comportements, ce qui réduit le stress et l'angoisse liées à la perte de contrôle. Cette maîtrise est un facteur clé de stabilité intérieure. Dans la vision de Hoffman, la longévité n'est jamais le fruit d'une discipline rigide, mais d'un équilibre intelligent. Trop de contrôle est aussi nocif que trop de relâchement. La modération se situe entre ces deux extrêmes. Elle permet une adaptation constante aux besoins réels du corps et de l'esprit. Le plaisir immédiat, lorsqu'il devient une fin en soi, raccourcit le temps disponible parce qu'il ignore le futur. Hoffman voyait dans cette ignorance une forme d'aveuglement. L'homme qui vit uniquement pour l'instant sacrifie inconsciemment son avenir. La modération réintroduit la dimension du temps long dans les choix quotidiens. Hoffman insistait sur le fait que la modération n'était pas spectaculaire. Elle ne se remarque pas facilement. Elle ne fait pas de bruit. C'est pourquoi elle est souvent négligée. Pourtant, ses effets s'accumulent silencieusement. Jour après jour, elle préserve l'équilibre.
Année après année, elle prolonge la capacité de vivre pleinement. La modération agit comme une assurance invisible. Elle ne garantit pas l'absence de maladie ou d'épreuves, mais elle augmente considérablement la résilience. Le corps modéré récupère mieux. L'esprit modéré s'adapte plus facilement, la vie modérée encaisse mieux les chocs. Cette capacité d'adaptation est au cœur de la longévité. Ainsi, pour Hoffman, la modération n'est ni une vertu morale imposée, ni une règle sociale arbitraire. Elle est une stratégie de durée fondée sur une compréhension profonde du fonctionnement humain. Tout excès raccourcit le temps disponible parce qu'il exige plus que ce que la vie peut durablement fournir. Le plaisir immédiat est toujours un emprunt. La modération, elle, est un investissement. Et c'est dans cet investissement discret, constant et intelligent que se cache l'un des secrets les plus puissants de la longévité. Chapitre 6. La longévité et le rapport à la mort. Dans la pensée ancienne, et particulièrement dans l'arrière-plan intellectuel de Friedrich Hoffmann, le rapport à la mort n'était pas une question morbide ni une obsession négative. Il était au contraire un élément structurant de la longévité. Les anciens observaient quelque chose que l'homme moderne a presque totalement oublié. La manière dont un être humain pense la mort influence profondément la manière dont il vit, respire, se tient dans le monde et use son énergie vitale. La longévité n'était pas seulement affaire de corps, mais de relations intérieures avec la fin. Hoffmann s'inscrit dans une tradition où la mort n'est pas un scandale à effacer, mais une réalité à intégrer. Les hommes qui vivaient longtemps étaient souvent ceux qui n'étaient pas obsédés par la peur de mourir. Ils ne cherchaient pas à repousser la mort par l'angoisse, mais à vivre en accord avec elle. Cette familiarité paisible créait une forme de détente profonde dans l'existence. Le corps, libéré d'une tension permanente, fonctionnait de manière plus stable. Les anciens constataient que la peur est un poison lent. La peur constante de la mort maintient l'organisme dans un état d'alerte chronique. Le cœur bat plus vite, la respiration devient superficielle, le système nerveux ne se repose jamais complètement. Même en l'absence de danger réel, l'homme inquiet vit comme s'il était menacé. Hoffmann observait que cet état intérieur accélère l'usure bien plus sûrement que de nombreuses maladies visibles. À l'inverse, celui qui accepte la mort comme une composante naturelle de la vie n'est pas paralysé par elle. Il ne vit pas dans la fuite, mais dans la présence. Cette acceptation ne signifie pas un désir de mourir, mais une absence de panique face à l'inévitable. Cette absence de panique crée une sérénité profonde qui protège les forces vitales. Le corps de l'homme serein était moins contracté, moins agressé de l'intérieur. Hoffmann notait que beaucoup de comportements excessifs trouvent leur origine dans la peur de la mort. L'homme qui veut tout vivre vite, tout posséder, tout expérimenter sans limite, agit souvent sous l'emprise d'une angoisse inconsciente. Le temps manque. Cette précipitation intérieure accélère paradoxalement l'épuisement. En voulant arracher plus de vie à l'existence, l'homme brûle plus vite ce qu'il a. Les anciens voyaient la sérénité face à la mort comme une condition de durée. Celui qui ne se sent pas poursuivi par la faim peut étaler sa vie dans le temps. Il n'est pas pressé. Il n'est pas dominé par l'urgence. Cette absence d'urgence permet une gestion plus harmonieuse de l'énergie quotidienne. Hoffmann observait que les hommes calmes face à la mort vivaient souvent plus longtemps, non par miracle, mais par économie intérieure. La peur raccourcit la vie parce qu'elle enferme l'homme dans une contraction permanente. Elle rigidifie le corps, durcit les pensées, empêche le repos véritable. Même le sommeil de l'homme inquiet est superficiel. Il ne récupère jamais complètement. Cette fatigue accumulée fragilise progressivement l'organisme. La mort n'est alors plus un événement lointain, mais une présence diffuse qui ronge lentement. Hoffmann insistait sur le fait que la familiarité paisible avec la mort ne rend pas l'existence triste, mais plus dense.
Lorsque l'homme sait que tout est limité, il cesse de gaspiller son énergie dans des conflits inutiles. Il choisit avec plus de soin ses combats, ses paroles, ses ambitions. Cette sélection naturelle des priorités réduit considérablement le stress et la dispersion. Les anciens observaient que ceux qui refusaient de penser à la mort vivaient souvent dans une illusion dangereuse. En se croyant indéfiniment jeunes ou invincibles, ils abusaient de leur force. Ils ignoraient les signaux de fatigue. Ils repoussaient les limites jusqu'à la rupture. Hoffmann voyait dans cette fuite de la mort une cause majeure de vieillissement prématuré. À l'opposé, l'homme qui a accepté intérieurement la fin sait écouter son corps. Il respecte ses rythmes. Il n'interprète pas le repos comme une faiblesse, mais comme une sagesse. Cette écoute attentive prolonge naturellement la durée de vie. La longévité devient une conséquence indirecte d'un rapport juste à l'existence. Hoffmann observait également que la peur de la mort isole l'homme. Elle le rend égoïste, crispé, méfiant. L'énergie dépensée dans la défense permanente ne peut plus être utilisée pour la construction intérieure. La solitude intérieure qui en résulte affaiblit profondément l'être humain. À l'inverse, la sérénité face à la mort ouvre à une relation plus apaisée aux autres, ce qui nourrit la stabilité émotionnelle. Dans cette vision ancienne, la mort n'était pas l'ennemi de la vie, mais sa limite structurante. Elle donnait une forme, une direction, une gravité aux choix humains. Sans cette limite acceptée, la vie devenait confuse, désordonnée, excessive. Hoffmann voyait dans l'acceptation de la mort une condition essentielle de l'ordre intérieur. La familiarité paisible avec la fin permettait également de réduire l'angoisse du futur. L'homme ne cherchait plus à tout contrôler. Il acceptait une part d'inconnu. Cette acceptation diminuait la tension mentale. Or, la tension mentale prolongée est l'un des facteurs les plus destructeurs pour la longévité. Elle épuise le système nerveux et perturbe l'équilibre général. Hoffmann notait que les hommes sereins face à la mort avaient une respiration plus ample, plus profonde. Cette observation, bien avant la physiologie moderne, montrait une intuition juste. La détente intérieure améliore l'oxygénation, la circulation, la régénération. Le corps bénéficie directement de l'état de l'esprit. La longévité, dans cette perspective, n'est donc pas une lutte contre la mort, mais une alliance silencieuse avec elle. En cessant de la fuir, l'homme cesse de vivre dans la peur. En cessant de vivre dans la peur, il préserve ses forces. La mort, paradoxalement, devient une enseignante de la durée. Hoffmann voyait dans la peur de mourir une forme de désaccord intérieur. L'homme qui refuse la fin refuse une partie de la réalité. Ce refus crée une tension permanente. La longévité exige au contraire une cohérence intérieure. Accepter la mort, c'est accepter la vie dans son ensemble, avec ses limites et ses cycles. Les anciens disaient que celui qui vit chaque jour comme s'il était infini se fatigue vite, tandis que celui qui vit chaque jour comme précieux vit plus lentement. Cette lenteur n'est pas une paresse, mais une densité. Elle permet à l'existence de s'étendre dans le temps, sans se rompre. Ainsi, pour Hoffmann et pour la pensée ancienne qu'il prolonge, la longévité n'est pas conquise par la fuite de la mort, mais par une familiarité paisible avec elle. La peur raccourcit la vie parce qu'elle contracte, épuise et déséquilibre. La sérénité l'allonge parce qu'elle détend, stabilise et harmonise. Vivre longtemps dans cette vision ne signifie pas oublier la mort, mais vivre en accord avec elle. Chapitre 7. Pourquoi la science moderne a déconnecté la longévité du sens? Il existe une rupture silencieuse, presque invisible, entre la manière dont les anciens concevaient la longévité et la façon dont le monde moderne la poursuit aujourd'hui. Cette rupture ne se situe pas seulement dans les méthodes, ni même dans les connaissances scientifiques, mais dans l'intention profonde. Autrefois,
vivre longtemps n'était jamais une fin en soi. La durée n'avait de valeur que si elle servait quelque chose de plus grand, la maturation intérieure, l'approfondissement de la sagesse, l'élargissement de la conscience, l'alignement avec un ordre supérieur. Aujourd'hui, la longévité est devenue un objectif technique, statistique, presque mécanique. On cherche à ajouter des années à la vie sans toujours se demander ce que ces années vont contenir, ni à quoi elles vont réellement servir. La science moderne, dans son immense puissance analytique, a fragmenté l'être humain. Elle a séparé le corps de l'âme, le fonctionnement biologique du sens existentiel, la durée mesurable de l'expérience vécue. En faisant cela, elle a progressivement vidé la longévité de sa dimension symbolique et spirituelle. Vivre plus longtemps est devenu un problème d'ingénierie. Réparer, remplacer, optimiser, ralentir l'usure, corriger les défaillances. L'être humain est observé comme une machine complexe, admirable certes, mais fondamentalement dépourvue de finalité intérieure autre que sa propre survie. Chez Hoffmann, et chez de nombreux penseurs anciens, cette vision aurait semblé profondément incomplète. Pour eux, prolonger la vie sans élever la conscience revenait à étirer une ligne vide. La durée devait être habitée, justifiée, transfigurée par un sens. Une vie longue mais dépourvue de profondeur était non seulement inutile, mais parfois même considérée comme dangereuse, car elle multipliait les occasions de se perdre, de s'endurcir, de s'enfermer dans des habitudes stériles. La science moderne pose une question simple. Comment vivre plus longtemps? Les anciens posaient une question radicalement différente. Pourquoi vivre plus longtemps? Cette différence, en apparence subtile, change absolument tout. Lorsqu'on ne se demande plus pourquoi, on ouvre la porte à une longévité vide, prolongée par défaut, subie plutôt que vécue. On prolonge la vie comme on prolonge un abonnement, sans examiner ce qu'on en fait réellement. Dans le monde contemporain, la mort est devenue l'ennemi absolu. Elle n'est plus un passage, ni un repère, ni un rappel de l'essentiel. Elle est un échec médical, une anomalie à repousser, un scandale à corriger. Cette obsession a déplacé le centre de gravité de la longévité. Au lieu d'être une conséquence naturelle d'une vie juste, elle est devenue un objectif autonome, parfois même une fuite. On cherche à vivre plus longtemps, pour éviter de regarder la fin, pour ne pas affronter le vide intérieur, pour repousser l'angoisse existentielle. Chez Hoffmann, cette attitude aurait été perçue comme un contresens fondamental. La durée de la vie devait être au service de l'éveil, non de la fuite. Plus on vivait longtemps, plus on était censé devenir lucide, détaché, stable intérieurement. Une longévité qui n'aboutissait pas à une plus grande sagesse était considérée comme un gaspillage de temps, voire comme un signe de déséquilibre. La science moderne, en se coupant du sens, a également modifié la perception du vieillissement. Vieillir est désormais vu comme une dégradation à ralentir, un ennemi à combattre, une suite de pertes à compenser. Les anciens, eux, voyaient le vieillissement comme une distillation. Chaque année devait enlever le superflu, affiner le regard, réduire les illusions. Plus le corps ralentissait, plus l'esprit devait devenir clair. Plus les forces physiques diminuaient, plus la compréhension de la vie devait s'approfondir. Lorsque la science cherche à prolonger la vie sans accompagner cette durée d'un travail intérieur, elle crée une tension profonde. On se retrouve avec des corps prolongés et des consciences parfois immatures, avec des existences longues mais creuses, avec des individus qui ont survécu biologiquement mais qui n'ont pas nécessairement grandi intérieurement. Cette dissonance est l'un des grands malaises silencieux de notre époque. Hoffmann insistait sur un point essentiel. La durée n'a de valeur que si elle est orientée. Une vie longue, sans direction, est comme un chemin qui s'étend indéfiniment sans jamais mener nulle part.
La science moderne, en se focalisant sur les mécanismes, a oublié l'orientation. Elle mesure, elle calcule, elle prolonge, mais elle ne questionne presque jamais le sens ultime de cette prolongation. Ce glissement a aussi transformé la notion de succès. Aujourd'hui, vivre vieux est souvent perçu comme une réussite en soi. Peu importe comment, peu importe pourquoi, peu importe dans quel état intérieur. Atteindre un âge avancé devient une médaille, un chiffre impressionnant, un exploit statistique. Chez les anciens, atteindre un âge avancé sans sagesse était au contraire perçu comme une anomalie. L'âge devait être le reflet d'un chemin parcouru, pas simplement d'un corps maintenu en état de fonctionnement. La science moderne, en se voulant neutre, a également évacué la question du bien vivre au profit du vivre longtemps. Or, pour Hoffman, ces deux dimensions étaient indissociables. On ne pouvait pas vivre longtemps sans vivre, justement. La longévité n'était pas le résultat d'une lutte contre la nature, mais d'un alignement avec elle. Celui qui vivait en désaccord avec lui-même, avec ses valeurs, avec le rythme du monde, pouvait certes survivre un certain temps, mais il ne pouvait pas durer harmonieusement. Il ne s'agit pas ici de rejeter la science, ni de nier ses avancées. Il s'agit de souligner un déséquilibre. En perdant de vue le sens, la science moderne a créé une longévité amputée de sa profondeur. Elle a offert des années supplémentaires sans toujours offrir les outils pour les habiter pleinement. Elle a prolongé la vie extérieure sans toujours nourrir la vie intérieure. Chez Hoffman, la durée devait servir la sagesse. Cela signifiait que chaque année gagnée devait être une occasion de mieux comprendre le monde, de mieux se comprendre soi-même, de réduire les conflits intérieurs, d'apaiser les désirs excessifs, de clarifier les priorités. Une vie longue sans cette maturation était considérée comme inutile, non par mépris, mais par lucidité. La modernité a inversé cette logique. On accumule du temps comme on accumule des biens, sans toujours savoir quoi en faire. Le temps devient une réserve abstraite, détachée de la qualité de l'expérience. On parle d'espérance de vie, mais rarement d'espérance de sens. On investit des ressources colossales pour gagner quelques années, mais très peu pour apprendre à vivre ces années avec profondeur et justesse. Cette déconnexion a aussi des conséquences collectives. Une société composée d'individus vivant longtemps sans sens devient fragile, anxieuse, saturée de distractions. Le vide intérieur cherche à se combler par le bruit, la consommation, la stimulation permanente. La longévité, au lieu d'apporter de la sagesse collective, peut alors accentuer la confusion et la fatigue morale. Pour Hoffman, une vie longue devait être un pilier pour la communauté. Les anciens étaient censés être des repères, des mémoires vivantes, des sources de discernement. Lorsque la longévité est dissociée du sens, cette fonction disparaît. On se retrouve avec des âges avancés, sans transmission, sans profondeur, sans véritable autorité intérieure. La science moderne a également oublié que le sens n'est pas un luxe philosophique, mais un facteur de stabilité vitale. Vivre sans raison profonde use l'être humain. L'absence de sens crée une tension sourde, une fatigue existentielle qui, à long terme, affecte aussi le corps. Les anciens savaient intuitivement que la clarté intérieure prolonge la vie, non parce qu'elle empêche la mort, mais parce qu'elle réduit les conflits internes qui consument l'énergie vitale. En voulant neutraliser toute dimension symbolique, la modernité a rendu la mort absurde et la vie mécanique. Or, pour Hoffman, c'était précisément le sens qui reliait la vie et la mort dans une continuité apaisée. Une vie longue n'avait de valeur que si elle préparait à une fin sereine. Prolonger la vie sans préparer la conscience à la fin revenait à repousser indéfiniment une peur non résolue. Ainsi, la critique n'est pas dirigée contre la longévité elle-même, mais contre une longévité déconnectée de toute finalité intérieure. Une vie longue sans sens n'était pas enviable, ni souhaitable,
ni même pleinement humaine aux yeux des anciens. Elle était perçue comme une errance prolongée, une extension quantitative, sans profondeur qualitative. Repenser la longévité aujourd'hui implique donc de réconcilier la durée et le sens. Il ne s'agit pas de choisir entre science et sagesse, mais de les réunir. De comprendre que vivre plus longtemps n'a de valeur que si ces années supplémentaires permettent une vie plus consciente, plus juste, plus alignée. Sans cela, la longévité devient une illusion de victoire sur la mort alors qu'elle n'est qu'un report. Hoffman nous rappelle à travers cette vision ancienne que la vraie question n'est pas combien de temps nous vivons, mais ce que devient notre être au fil du temps. La science moderne a donné des réponses puissantes au comment. Elle doit maintenant, si elle veut être complète, réapprendre à poser la question du pourquoi. Chapitre 8. Ce que ce livre ne dit pas explicitement, mais suggère. Il existe des livres qui enseignent par affirmation et d'autres qui enseignent par silence. Celui-ci appartient clairement à la seconde catégorie. Il ne proclame pas frontalement ses vérités les plus dérangeantes, il les laisse affleurer entre les lignes, comme si le lecteur devait lui-même ralentir suffisamment pour les percevoir. Ce qui est suggéré n'est jamais imposé, mais une fois compris, il devient impossible de l'ignorer. La longévité, dans cette œuvre, n'est jamais présentée comme un but à atteindre, mais comme un effet secondaire d'une certaine manière d'habiter le monde. Et cette nuance change tout. L'homme pressé, l'homme agité, l'homme dispersé ne sont jamais condamnés explicitement. Aucun jugement moral, aucune attaque directe. Pourtant, à mesure que l'on avance dans la lecture, une évidence se dessine. La précipitation intérieure est une forme d'autodestruction lente. L'homme pressé ne meurt pas seulement plus vite parce qu'il fatigue son corps, mais parce qu'il ne vit jamais pleinement le temps qu'il traverse. Il consomme les heures comme on brûle du carburant, sans transformation intérieure, sans maturation, sans intégration. La vitesse permanente n'est pas neutre. Elle crée une tension constante entre ce que l'on vit et ce que l'on cherche à atteindre. L'homme pressé est toujours ailleurs que là où il se trouve. Son esprit est projeté en avant, son corps traîne derrière, et cette dissociation use profondément. Le livre ne le dit pas de manière frontale, mais il le suggère avec une précision implacable. Vivre trop vite, c'est ne jamais laisser le temps faire son travail de décantation. L'homme agité, quant à lui, est prisonnier du mouvement inutile. Il confond activité et vitalité, agitation et intensité. Il remplit ses journées, mais il ne les habite pas. Il multiplie les gestes, les projets, les pensées, mais rien ne s'enracine vraiment. Cette agitation constante crée une friction intérieure permanente. Elle empêche le repos véritable, non pas le repos du corps seulement, mais le repos de l'esprit. Or, sans ce repos profond, l'énergie vitale se dissipe peu à peu. Le livre suggère que l'usure ne vient pas seulement des épreuves extérieures, mais surtout de l'incapacité à s'arrêter intérieurement. L'homme agité ne sait pas se tenir en silence avec lui-même. Il fuit le vide, il fuit l'immobilité, parce qu'il craint ce qu'il pourrait y rencontrer. Cette fuite permanente crée une fatigue sourde, cumulative, qui ne disparaît jamais complètement. Et cette fatigue, à long terme, raccourcit la durée de vie non pas de façon spectaculaire, mais de manière insidieuse. L'homme dispersé, enfin, est celui qui se vide. Il est partout et nulle part à la fois. Son attention est fragmentée, son énergie éclatée, sa présence diluée. Il commence 1000 choses, en termine peu, et ne s'enracine dans aucune. Le livre laisse entendre que la dispersion est l'un des plus grands ennemis de la longévité, non parce qu'elle est immorale, mais parce qu'elle empêche toute accumulation intérieure. Rien ne se consolide, rien ne se transforme en sagesse, rien ne devient stable. Être dispersé, c'est perdre continuellement de l'énergie sans jamais la reconstituer pleinement.
Chaque changement de direction, chaque stimulation nouvelle, chaque sollicitation inutile prélève une part de la force vitale. Le corps peut suivre un temps, l'esprit aussi, mais à un moment, l'usure devient visible. Le livre suggère que la longévité est intimement liée à la capacité de concentration, non pas au sens intellectuel étroit, mais au sens existentiel. La capacité de rester avec ce qui est, sans se fragmenter. Ce qui est frappant, c'est que jamais l'auteur ne formule ses idées comme des règles à suivre. Il ne dit pas « ralentissez pour vivre longtemps ». Il montre simplement que ceux qui vivent dans un certain rapport au temps, au mouvement et à l'attention durent naturellement plus longtemps. La longévité apparaît alors comme une conséquence logique, presque mécanique, d'un certain équilibre intérieur. Le livre suggère que le temps n'est pas seulement une quantité extérieure, mesurable en années, mais une qualité intérieure. Deux individus peuvent vivre le même nombre d'années, mais l'un aura vécu dans une densité intérieure, l'autre dans une dispersion constante. La différence ne se voit pas toujours de l'extérieur, mais elle se manifeste profondément dans la manière dont le corps vieillit, dont l'esprit s'apaise ou se crispe, dont la fin de vie est abordée. L'homme pressé vieillit vite parce qu'il ne laisse jamais le présent s'inscrire en lui. Chaque instant est remplacé par le suivant avant même d'avoir été assimilé. Cette accumulation d'instants non vécus crée une sensation de vide rétrospectif. Arrivé à un certain âge, l'homme pressé regarde en arrière et ne voit qu'une succession floue d'urgences, sans profondeur, sans continuité intérieure. L'homme agité s'use parce qu'il confond intensité et dispersion. Il croit vivre intensément, alors qu'il ne fait que s'exposer à une stimulation permanente. Cette surexposition épuise le système nerveux, fragilise l'équilibre émotionnel et crée une dépendance au mouvement. Le repos devient inconfortable, presque menaçant. Or, sans capacité de repos intérieur, aucune longévité harmonieuse n'est possible. L'homme dispersé se vide parce qu'il ne construit rien de durable en lui. Chaque expérience est remplacée par une autre avant d'avoir porté ses fruits. Le livre suggère que la véritable richesse intérieure vient de la répétition consciente, de la fidélité à certains rythmes, à certaines valeurs, à certaines pratiques. La dispersion empêche cette fidélité et donc cette accumulation silencieuse qui nourrit la durée. Ce que le livre laisse entendre, avec une grande finesse, c'est que la longévité n'est jamais un objectif à poursuivre directement. Dès qu'on en fait un but, on tombe dans une logique de contrôle, de peur, de calcul. On cherche à éviter la mort plutôt qu'à vivre justement. Or, cette peur elle-même devient une source de tension et d'usure. La longévité véritable est décrite comme un effet collatéral d'une vie bien ajustée. Une vie où le rythme est respecté, où l'attention est rassemblée, où le mouvement est mesuré. Une vie où l'on ne cherche pas à remplir le temps, mais à l'habiter. Une vie où l'on ne fuit ni le silence ni la finitude. Le livre suggère aussi que l'urgence est souvent une construction mentale plus qu'une nécessité réelle. L'homme pressé se crée des urgences pour se donner le sentiment d'exister. Il confond importance et précipitation. Cette confusion le maintient dans un état d'alerte permanente qui, à long terme, épuise profondément l'organisme. À l'inverse, celui qui accepte de ralentir, non par paresse mais par lucidité, permet au corps et à l'esprit de fonctionner dans leur rythme naturel. Cette harmonie réduit les frictions internes, apaise les tensions inutiles et crée les conditions d'une durée plus stable. Le livre ne glorifie jamais la longévité pour elle-même. Il ne promet pas des années supplémentaires comme une récompense. Il montre simplement que certaines manières de vivre détruisent plus vite que d'autres et que certaines attitudes préservent naturellement la force vitale. La longévité devient alors un indicateur, non un trophée. Ce qui est suggéré, c'est que la qualité de présence est plus déterminante que la durée chronologique. Un homme pleinement présent à sa vie, même sur un temps plus court,
a vécu plus pleinement qu'un homme dispersé sur une longue durée. Et paradoxalement, cette présence tend souvent à prolonger la vie, non parce qu'elle la force, mais parce qu'elle la respecte. Le livre invite implicitement à une forme de sobriété intérieure, non pas une privation, mais un choix conscient de ne pas se disperser inutilement, de ne pas courir après chaque stimulation, de ne pas remplir chaque silence. Cette sobriété crée un espace intérieur dans lequel la vie peut circuler plus librement. Ainsi, la longévité apparaît comme une conséquence naturelle d'une vie rassemblée. Une vie où l'on n'est pas constamment en fuite. Une vie où l'on accepte les limites, les pauses, les cycles. Une vie où l'on ne cherche pas à extraire le maximum du temps, mais à entrer en résonance avec lui. Ce que le livre ne dit pas explicitement, mais suggère avec force, c'est que vouloir vivre longtemps sans transformer son rapport au temps, à l'agitation et à la dispersion est une illusion. On peut prolonger le corps, mais on ne peut pas tromper indéfiniment la vie. La durée réelle, celle qui compte, est toujours le reflet de la manière dont on habite chaque instant. En filigrane, une vérité simple se dessine. Celui qui ralentit intérieurement dure plus longtemps. Celui qui rassemble son attention se renforce. Celui qui accepte de ne pas tout vivre, de ne pas tout voir, de ne pas tout posséder, conserve son énergie. La longévité, alors, n'est plus un combat contre la mort, mais le fruit silencieux d'une vie vécue avec justesse. Chapitre 9. Ce savoir est dangereux pour le monde moderne. Dans ce chapitre, Hoffman nous confronte à une réalité que très peu osent affirmer aujourd'hui. La véritable longévité est profondément subversive. Elle ne se mesure pas en nombre d'années ajoutées, mais en quantité de désordre, d'agitation et d'excès retirés de la vie. Le savoir qu'il partage est dangereux non pas parce qu'il menace la santé, mais parce qu'il menace le rythme et les croyances du monde moderne. Il remet en question tout ce que la société contemporaine valorise: vitesse, accumulation, visibilité, hyperactivité et performance constante. Suivre ces préceptes implique de ralentir, d'écouter, d'observer, de retirer de sa vie ce qui épuise, de choisir la sobriété et la cohérence. Et cette discipline, bien qu'évidente pour un esprit attentif, heurte directement la culture actuelle qui glorifie la précipitation et le chaos. Hoffman commence par rappeler que notre rapport au temps est entièrement biaisé. L'homme moderne cherche à gagner du temps comme on accumule de l'argent, sans comprendre que ce gain apparent est en réalité une perte d'énergie intérieure. Les heures volées au repos, à la contemplation ou à la cohérence personnelle ne peuvent être récupérées par aucune technologie, aucune planification, aucune application. Ainsi, celui qui tente de prolonger sa vie en multipliant les expériences, les engagements et les distractions accumule en réalité un passif invisible, une fatigue diffuse, un désalignement intérieur, une tension constante qui abrège le corps et l'esprit. Ce savoir que Hoffman transmet est dangereux, car il incite à contester cette logique profondément enracinée dans la modernité. L'un des aspects les plus rares et inattendus de ce livre est sa critique implicite de l'agitation constante. L'auteur ne condamne jamais directement le mouvement ou l'action, mais il met en lumière les effets invisibles de la précipitation. Les hommes pressés, ceux qui multiplient les tâches, qui se dispersent d'un objet à l'autre, qui subissent le flux des stimulations modernes, s'usent de manière silencieuse. Leur longévité est compromise non par un accident ou une maladie, mais par une fuite permanente de la stabilité intérieure. Hoffman montre que la vie longue n'est pas donnée à celui qui fait plus, mais à celui qui choisit judicieusement ce qu'il garde et ce qu'il retire. Chaque excès, chaque agitation, chaque distraction inutile est une petite morsure dans l'énergie vitale qui s'accumule au fil des années jusqu'à réduire de manière significative la durée de vie réelle.
Ce savoir est également dangereux parce qu'il remet en question la notion de performance. Dans notre monde moderne, tout est évalué par l'effet produit, le résultat visible, le succès tangible. Hoffman affirme à l'inverse que la longévité ne se manifeste pas dans la quantité d'actions, mais dans la qualité du temps vécu. Retirer ce qui épuise, choisir la modération, observer les cycles naturels, respecter le rythme du corps et de l'esprit, autant d'actions invisibles aux yeux des autres, mais cruciales pour durer. Le danger réside dans le fait que cette logique est inverse à celle de la réussite instantanée. Ralentir, réduire, s'effacer, se discipliner, voilà ce qui protège la vie sur le long terme. C'est un savoir que la société, aveuglée par l'urgence et la vitesse, est peu disposée à entendre. Hoffman va plus loin. Il lie cette sagesse à la nécessité de cohérence intérieure. Il explique que la longévité n'est pas une question de chance ou de constitution physique uniquement, mais de vivre une vie alignée avec ses propres valeurs, avec ses rythmes naturels, avec le monde qui nous entoure. Les hommes qui vivent contre leur nature, qui se dispersent, qui s'agitent inutilement, subissent un vieillissement accéléré, parfois invisible jusqu'au dernier moment. Ceux qui observent, retirent, ajustent et disciplinent leur vie, eux, durent et vivent pleinement. Ce chapitre insiste également sur le paradoxe central. La longévité exige moins d'actions visibles et plus d'attention intérieure. Elle ne se gagne pas par des technologies, des médicaments ou des compléments, mais par une discipline subtile. Retirer ce qui épuise, limiter l'agitation, respecter les cycles naturels, cultiver la sérénité. Chaque retrait de tension ou de stimulation inutile devient un capital invisible qui s'accumule silencieusement, augmentant la durée et la qualité de la vie. Hoffman termine sur un avertissement implicite que peu de lecteurs modernes sauraient interpréter pleinement. Appliquer ces principes dans le monde d'aujourd'hui est dangereux parce qu'ils vont contre le flux dominant. Aller à contre-courant exige courage et vigilance, mais ceux qui le font découvrent un art oublié, la longévité comme fruit de la retenue, de la cohérence et de l'attention aux signes invisibles de la vie. Le message est limpide. On ne vit pas longtemps en ajoutant des années artificiellement, mais en retirant de sa vie tout ce qui nous consume inutilement. Ce savoir pourtant simple reste radicalement subversif. En parcourant l'enseignement de F. Hoffman, il devient évident que la longévité n'a jamais été simplement une question de biologie ou de chance. Au XVIIIe siècle, vivre longtemps signifiait avant tout vivre juste, en accord avec sa propre nature et avec les rythmes du monde. Hoffman nous montre que la longévité est le fruit d'une discipline intérieure subtile, d'une attention constante à ce qui épuise ou déséquilibre notre vie et d'un retrait stratégique face aux excès et aux distractions. Chaque tension évitée, chaque agitation maîtrisée, chaque vie vécue en cohérence avec ses valeurs devient un capital invisible qui prolonge la durée et la qualité de l'existence. Le danger que ce savoir représente pour le monde moderne est précisément sa simplicité et sa radicalité. Il va à contre-courant d'une culture qui glorifie la vitesse, l'accumulation et la visibilité. Hoffman enseigne que l'homme pressé s'use, l'homme dispersé se vide et l'homme agité se détruit avant même que l'âge avance. En d'autres termes, la longévité n'est pas un objectif à atteindre par des moyens artificiels, mais une conséquence naturelle d'une vie bien ordonnée, d'une existence cohérente, disciplinée et harmonieuse. Ce livre ancien nous rappelle également que la santé et la durée de vie ne sont pas des fins en elles-mêmes, mais des moyens pour réaliser la sagesse et l'alignement intérieur. La longévité se gagne par le silence, par la modération, par la discipline et par la capacité à se familiariser avec la fin, non par l'accumulation d'expériences ou la course effrénée aux résultats visibles. Elle est le reflet d'une vie consciente, où chaque choix, chaque action, chaque retrait
est guidé par l'idée de préserver l'énergie vitale et la cohérence personnelle. Ainsi, F. Hoffman nous offre plus qu'un traité sur la longévité. Il propose une véritable philosophie de vie, rare et intemporelle, qui dépasse les modes et les technologies. Appliquer ces enseignements aujourd'hui revient à adopter une posture subversive, mais profondément efficace. Ralentir, se retirer du bruit inutile, écouter le corps et l'esprit, et vivre en accord avec soi-même. La longévité, comme il le montre, n'est pas un cadeau du temps, mais une récompense de la maîtrise de soi et de la cohérence intérieure. Ceux qui comprennent et appliquent ces règles anciennes découvrent un art oublié, celui de durer pleinement et sereinement dans un monde qui, paradoxalement, court toujours trop vite.